Bienvenue dans le débat consacré à la 4e tournée d'Antony Blinken en Afrique. Après une escale rapide au Cap-Vert, le secrétaire d'État américain était en Côte d'Ivoire et maintenant au Nigeria. Il s'envolera ensuite pour l'Angola. Les États-Unis ont fait de l'Afrique une priorité, je cite, selon la Maison-Blanche, depuis le sommet organisé à Washington il y a 2 ans. Molifi, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, a décrit ce voyage de Blinken comme une tournée vers l'avenir, a-t-elle dit. À l'agenda, la croissance économique, la démocratie et la sécurité. En Côte d'Ivoire, Antony Blinken a assisté au match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, match qui a donné une victoire écrasante à la Guinée équatoriale. Antony Blinken a salué notamment l'approche ivoirienne, a-t-il dit, de la lutte contre le djihadisme qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ne sont pas les seuls à développer des relations avec les pays africains. Antony Blinken a été précédé par son homologue chinois, Wang Yi, qui vient d'effectuer sa propre tournée annuelle en Afrique la semaine dernière. Il était aussi en Côte d'Ivoire, mais également en Égypte, en Tunisie ou encore au Togo. Ce continent est convoité aussi bien par la Chine que par la Russie. Alors, l'Afrique est-elle devenue une priorité pour les États-Unis face justement à la Russie ou à la Chine ou même face à la France? Quelle est la stratégie américaine dans le continent? Qu'attendent finalement la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore l'Angola de Washington? Voilà les questions que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nyagale Bagayoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue. En face de vous, Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, co-auteur avec Pascal Hérault du piège africain de Macron. Et ça, c'était publié chez Fayard. Bienvenue aussi. Général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue à vous, Général. Nous avons en duplex de Washington William Lawrence. Bonsoir, vous êtes professeur à l'American University à Washington, également ancien diplomate américain. Vous avez dirigé pendant 5 ans les relations américano-africaines pour le State Department. Bienvenue à vous. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images de cette visite d'Antony Blinken au Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Nigeria, Angola, avec Noémie Roche. C'est sa 2e visite en Afrique subsaharienne en moins d'1 an. Avec le président ivoirien, le secrétaire d'État américain est venu parler sécurité et stabilité dans la région, dans un contexte de coup d'État militaire dans les pays voisins et de menaces djihadistes au Sahel. Nous avons passé beaucoup de temps à parler des défis régionaux en matière de sécurité. Et la Côte d'Ivoire est un partenaire essentiel. Un partenaire pour nous, un partenaire pour les autres pays de la région qui essayent d'aller de l'avant. Nous apprécions particulièrement le leadership dont la Côte d'Ivoire fait preuve dans la lutte contre l'extrémisme et la violence. Le secrétaire d'État américain est aussi venu renforcer les liens économiques et commerciaux avec Abidjan. Retrouver de l'influence en Afrique face à la concurrence de Pékin et de Moscou, c'est l'objectif de cette tournée africaine. Un engagement réaffirmé par Antony Blinken dès le début de sa tournée lundi au Cap-Vert. Les États-Unis sont engagés à approfondir, à renforcer et à élargir nos partenariats à travers l'Afrique. Des partenariats qui profitent aussi bien aux Africains qu'aux Américains. Comme l'a dit le président Biden, nous sommes totalement impliqués en ce qui concerne l'Afrique. Le président américain avait promis de se rendre lui-même en Afrique en 2023, mais il n'a jamais concrétisé cet engagement. Après le Nigeria, autre partenaire important des États-Unis, Antony Blinken se rendra en Angola pour la dernière étape de sa tournée. Antony Blinken qui vient d'arriver donc au Nigeria où il a été accueilli aussi par le président Bola Tinubu. Ça c'est en ce moment. Ensuite il ira en Angola, donc ça sera le dernier pays de sa tournée. Antoine Glaser, est-ce qu'on peut dire que depuis ce sommet États-Unis-Afrique qui avait été organisé en 2002 à Washington, l'Afrique est devenue une priorité pour les États-Unis? Oui, absolument. Je veux dire, même bien sûr, on sait bien qu'il y a d'autres crises en ce moment. Mais l'Afrique, c'est vraiment le continent de demain. C'est le continent qui redevient totalement géostratégique. C'est des enjeux de matières premières. C'est pas un hasard si Antony Blinken y va quand même dans les 2 grands pays, les grands pays pétroliers du continent, l'Angola, le Nigeria. Les Américains, on ne le sait pas, mais sont très actifs même dans les pays francophones comme le Centrafrique. Parce que pour eux, l'enjeu, ce n'est pas simplement la Russie, c'est la Chine. Ça veut dire que c'est la Chine qui s'est installée en Afrique, qui investit beaucoup moins,
mais qui est quand même pour les matières rares. Finalement, c'est le continent de demain, c'est le continent où c'est un enjeu. Alors, dire que ça devient géostratégique, c'est une évidence. C'est la diplomatie d'influence aussi, c'est quand même les voix aux Nations Unies. Donc, ça paraît pas comme ça a priori quand on ne connaît pas, mais quand on regarde pays par pays, et dans chaque pays, vous avez des confrontations dans l'ombre entre Russes, Chinois et Américains, systématiquement. Et il y a des pays, ce n'est pas les Russes qui inquiètent souvent les Américains, ce sont les Chinois qui les intéressent. Pour eux, en fait, dans le monde, l'ennemi principal, entre guillemets, c'est d'abord la Chine. Pourquoi ? Parce que quand vous avez cobalt, lithium et vous avez tout ça dans vos portables, c'est des pays comme la République démocratique du Congo, où vous avez un ambassadeur américain, Mike Hammer, il est resté 8 ans. Et maintenant, c'est l'envoyé spécial de Joe Biden en Afrique. Donc ça veut dire que c'est les pays à matière première, ça intéresse les trois. Niagale Bagayoko, la guerre en Ukraine aussi, est-ce qu'elle n'a pas, et ce soutien de Washington à Kiev, est-ce que ça n'a pas renforcé la nécessité de l'Afrique pour les États-Unis d'être justement un continent important d'un point de vue géostratégique ? Et d'un point de vue géopolitique, je dirais. En réalité, c'est ce qu'a révélé effectivement la guerre en Ukraine, c'est que la voix de l'Afrique compte en réalité dans les équilibres internationaux. Pour réagir très brièvement à ce que disait Antoine, je dirais que oui, l'Afrique est une priorité pour les États-Unis, mais c'est leur dernière priorité en matière de politique étrangère. Il ne faut pas oublier que traditionnellement, l'Afrique figure quand même toujours au dernier rang des intérêts identifiés par les Nations Unies, les États-Unis, pardon. Ça, je ne pense pas que ça change véritablement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il convient de lire les choses. Il y a un regain d'intérêt. Ça explique peut-être que Joe Biden ne se soit tout de même jamais déplacé directement. Comme Donald Trump. Oui, alors il y a un regain d'intérêt sur les deux fronts. Hein. Effectivement, sur le plan économique, essentiellement la Chine. Sur le plan sécuritaire, la Russie. Et le lien avec l'Ukraine, en fait, c'est que pour contrer la menace globale russe, qui est aussi bien en Ukraine qu'ailleurs, eh bien, en Afrique, c'est important. Et d'une certaine façon, les États-Unis, on le voit bien dans leurs déplacements, là, vont en Côte d'Ivoire. Alors, c'est pas vraiment le Sahel, hein, mais c'est pas loin du Sahel. La frontière nord, c'est le Burkina Faso. On va y revenir, parce qu'il y a la question de la sécurité, bien sûr. Voilà, sur la sécurité. Et on voit bien que, d'une certaine façon, ils prennent le relais de la France qui était présent au Sahel, on en parlera peut-être tout à l'heure, et ils prennent ce relais-là. Parce que la France, aujourd'hui, a du mal quand même à pouvoir continuer à parler au Sahel. Et donc, l'appui américain dans le pourtour du Sahel, parce que là aussi, il faut se souvenir que les États-Unis sont toujours présents au Niger. Sauf qu'ils pensent qu'ils n'y sont pas pour très longtemps. Et que donc, ils cherchent d'autres bases, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Et c'est le souci étant de continuer à tenir ce rempart, entre guillemets, contre le Sahel et la menace djihadiste qu'il y a au Sahel. William Lawrence, vous qui êtes ancien diplomate, est-ce qu'il y a eu un tournant politique justement du côté des États-Unis entre Biden et Trump ? On se souvient que Donald Trump humiliait les Africains. Est-ce que Biden, est-ce que sa diplomatie justement en Afrique est un tournant ? Oui, ça a beaucoup changé depuis l'avènement de Biden, mais d'abord, il faut dire qu'il y a certaines continuités aussi. Les États-Unis est le premier investisseur privé en Afrique et le plus croissant. Et au niveau de sécurité, il n'y a pas de concurrent pour les États-Unis. Les Russes qui font avec certains pays où il y a des chefs d'État putschistes, ça n'a rien à voir avec l'aide sécuritaire à travers le continent qui fait les Américains. Donc oui, il y a une certaine concurrence avec la Chine et avec la Russie, mais je crois que c'est un peu trop discuté. Le but de Biden, c'est de soutenir les pays qui ont fait des progrès. Cap Vert, c'est le premier pays en Afrique qui a complété 2 compacts de défis millénaires, Millennium Challenge Corporation. Donc, je sais pas, $1 milliard de développement lié au progrès démocratique. C'est ça le but là. Côte d'Ivoire, oui, il y avait 3 coups d'État dans les pays autour, mais il y a beaucoup d'investissements privés américains.
qui veulent développer et en tant que modèle pour d'autres pays africains. Donc, c'est cette confluence de progrès démocratique, investissement privé, comme rempart contre les instabilités autour, qui est plus important pour les Américains que la concurrence avec la Russie, qui n'est pas grand investisseur en Afrique, et concurrence avec les Chinois, qui font presque rien au niveau sécuritaire. Juste pour terminer, à travers le continent, il n'y a pas un pays plus implanté diplomatiquement que les Américains. Et souvent, le siège de l'Agence internationale de développement, USAID, est plus grand que l'ambassade, avec beaucoup de formation au niveau personnel, etc. Donc, c'est un modèle différent que les Russes et les Chinois. Et on les voit pas tellement concurrents que les gens imaginent. Antoine Gazer pourrait répondre justement à William Laurence. Pas concurrent, mais on voit par exemple... ils interviennent à la façon américaine, ça veut dire une façon privée. Quand vous avez en Centrafrique, là, mes amis d'Africa Intelligence, ils ont sorti une information qu'il y a une société militaire privée qui s'appelle Bancroft, et là où il y a Wagner, je veux dire, où il y a les Russes. Et eux, qu'est-ce qui intéresse les sociétés militaires privées américaines? C'est les terres rares, c'est le lithium, c'est le rhodium, etc. Ça veut dire les Russes de Wagner, eux, ce qui les intéresse, c'est l'or et le diamant, et les sociétés américaines. Donc il y a un travail souterrain quand même des Américains dans l'ensemble de cette région. Et c'est vrai que, on va peut-être en venir aussi à parler de ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, on l'a vu, que le Niger a été un tournant. Quant au Niger, l'armée française s'est fait vraiment virer, il n'y a pas d'autre mot, et que par contre les Américains sont restés, et également les Allemands. On voit bien que le fait de la diplomatie d'influence française qui s'est affaiblie en Afrique, il y a une espèce, je ne dis pas qu'il y a une inquiétude des Américains, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression que tout le monde s'adressait à la Tour Eiffel à Paris pour parler de l'Afrique. C'est ça quand même, il y a quand même un changement. Alors je ne dis pas que c'est pas pour ça que Anthony Blinken est en train de faire la tournée était prévu depuis longtemps. Ce discours démocratique, c'est un discours... Il y a quand même une espèce de vide qui fait qu'on voit bien que les Chinois s'intéressent particulièrement aux pays francophones. Et quand ils vont en Côte d'Ivoire, les Chinois disent à Alassane Ouattara, le grand stade pour la CAN que vous venez d'inaugurer, c'est nous qui les avons construits. Et les Américains, ils disent à Ouattara, on va vous construire un site de drones, d'attaque et de défense. Chacun a aussi son propre business. Est-ce qu'il profite justement, Niagalé Bagayoko, d'une sorte de retrait français, en tout cas du fait que la France ait dû quitter le Mali, le Niger? Est-ce que finalement, les Américains et les Chinois en profitent? Tous les acteurs en profitent, à commencer par les partenaires européens qui désormais affichent leur volonté de se distinguer, de se distancier des positions françaises, alors même qu'ils les ont très franchement soutenues au cours des 10 dernières années écoulées. Donc oui, le retrait forcé de la France favorise largement la compétition, parce qu'on n'est pas avec des ennemis dans tous les cas, hein, si on prend le cas de l'Allemagne. La compétition. Et non pas la compétition, ou effectivement la compétition. Mais par ailleurs, je pense que ce qui est intéressant dans le cas américain, c'est à mon avis la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à rendre cohérent leurs options en matière de réel politique, c'est-à-dire, comme le général l'indiquait, leur volonté farouche de rester impliqués, notamment militairement, dans certains pays. Le cas du Niger est très intéressant de ce point de vue-là. Et leur stratégie nationale de sécurité, qui date de 2022 maintenant, et dont on voit très bien qu'ils ont du mal à la mettre en œuvre. Elle est axée, les deux principaux titres, c'est favoriser des sociétés ouvertes. On s'aperçoit que l'évolution politique africaine va plutôt vers plus de souveraineté affichée, plus de nationalisme, et d'autre part, favoriser la progression démocratique. Et on voit très bien que ce n'est pas non plus la voie que prend le continent. Donc je pense que les États-Unis, eux aussi, ont une difficulté de positionnement face notamment à des États africains qui eux-mêmes cherchent à se repositionner, comme on le voit à travers l'exigence des nouvelles autorités du Niger de renégocier avec tous les partenaires étrangers la présence militaire sur leur territoire. Général Trinquant, une analyse sur le Niger. C'est tout de même intéressant de dire que la France a dû quitter le Niger, mais effectivement, comme le disait Antoine Gazer, les États-Unis sont restés. Ils ont 1000 soldats à Agadez. Oui, et donc ils ont réussi à négocier de rester. Ils se sont
Est-ce que c'était la première fois qu'il se distinguait véritablement de la France? Parce qu'on avait l'impression que, justement, il pouvait y avoir une coopération entre la France et les États-Unis avant. Il faut d'abord souligner que la base à Agadez était là avant que les Français n'arrivent. C'est une base ancienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une négociation. Aujourd'hui, les Américains sont en train d'étudier la possibilité de se placer ailleurs. Parce que le Niger, les rapports avec la Russie sont en train de s'amplifier. Globalement, avec l'accord et l'aide du Burkina Faso et du Mali, les trois pays putschistes du Sahel, si j'ose dire. Et donc, je pense que les Américains voient bien qu'ils ne vont pas pouvoir rester très très longtemps au Niger. Et s'ils veulent avoir un contrôle par les drones ailleurs, il va falloir qu'ils se placent ailleurs. Mais plus globalement, je pense que sur le plan sécuritaire, les États-Unis aujourd'hui, en Afrique, se replacent. Alors, je comprends bien, effectivement, avec le développement, et c'est important, mais aussi se replacent dans la compétition globale avec la Russie, qui, elle, effectivement, n'apporte que des armes et Wagner, ou Africa Corps maintenant, d'ailleurs. Et puis les Chinois avec des grands travaux, etc. Et les États-Unis se replacent dans cette compétition globale parce que c'est la place des États-Unis dans le monde et que l'Afrique est un peu un continent en devenir. Je rappelle que c'est le seul continent qui a une croissance démographique énorme. Le reste du monde ne l'a plus. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie n'a plus de croissance démographique, l'Inde étant un peu une exception. Et donc aujourd'hui, cette Afrique qui marche vers sa souveraineté après les indépendances, c'est la souveraineté aujourd'hui, eh bien c'est un continent en devenir où chacun cherche à prendre des parts un peu au-delà de l'héritage historique colonial qu'avait la France là-bas. William Lawrence, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce qu'il y a un objectif aussi de lutte contre le djihadisme du côté américain? Il y avait un peu ce discours finalement en Côte d'Ivoire. Oui, alors l'aide sécuritaire américaine pour beaucoup de pays en Afrique, c'est surtout les entraînements pour les militaires, pour lutter contre le terrorisme, mais aussi des échanges d'intelligence, etc., etc. Et oui, il y avait des faillites. Là, ils ont essayé de former les troupes au Mali, Burkina, et Niger, etc. Mais il y a aussi des réussites. Et quand il concerne les Russes, là où ils vont les Russes, les choses sont pires. Alors les Américains sont là à dire, regardez ce que les Russes font, est-ce que c'est mieux pour vous ou est-ce qu'ils ne volent pas de l'or et des diamants en échange pour certaines protections pour les chefs d'État putschistes. Et c'est assez clair pour les pays africains qui ne profitent pas énormément de l'aide des Russes, sauf pour la protection des régimes putschistes. Il y a une autre chose qui n'est pas assez discutée, c'est qu'il y a un désinvestissement chinois à travers le continent assez important qui n'était pas bien étudié. À Angola, à Kenya, même en Algérie en 21-22, ils ont coupé par la moitié leurs investissements. Pas parce que les Chinois sont bons, sont mauvais, mais ils ont appris qu'il y a certaines endroits en Afrique où ils peuvent mieux réussir que d'autres. Il y a au moins une dizaine de pays où il y avait des scandales pour Huawei, etc. Donc les Chinois deviennent des investisseurs plus prudents et plus intelligents, qui n'est pas mauvais pour l'Afrique. Et au niveau de l'infrastructure aussi, les Américains ne sont pas contre des investissements chinois en infrastructure, mais ils veulent que les Africains ont des deals, des relations mieux avec la Chine. Oui. Moi-même, personnellement, j'ai aidé les pays africains à renégocier les termes des prêts avec les Chinois parce qu'on n'est pas contre les investissements chinois, mais on veut que ça marche mieux pour les Africains. Oui, dans l'intérêt aussi des Américains. Enfin, il faut le dire tout de même, William Lawrence, c'est pas juste pour la beauté du geste. Oui, chaque pays a ses intérêts, bien sûr, mais comme dit le premier monsieur qui a parlé, les Américains regardent l'Afrique pas comme terrain de djihadisme. Ils voient l'Afrique comme un continent de 55 pays qui sont très performants, qui ont la plus grande croissance du monde et la plus grande protection du monde, avec certaines contraintes, certains défis.
et ils sont là à aider. Et il ne faut pas oublier que les Chinois dépendent des actions américaines pour stabiliser les pays, pour pouvoir gagner plus d'argent. Les Chinois ne vont pas jouer ce rôle sécuritaire en Afrique. C'est Donc, intéressant. c'est très compliqué. Il faut aller voir pays par pays ce qui se passe. William Lawrence, pour rebondir sur ce que vous voulez dire, on va d'abord regarder aussi ces images du chef de la diplomatie chinoise, donc Wang Yi, qui a fait son tour d'Afrique il y a une semaine. Il était en Côte d'Ivoire il y a une semaine, donc juste avant Anthony Blinken, donc ce n'est pas non plus un hasard. Antoine Gazard, pour rebondir effectivement sur ces prêteurs chinois qui effectivement ont moins prêté en 2022, quand on regarde les chiffres, 994 millions de dollars de prêts à l'Afrique, ça paraît beaucoup, mais effectivement c'est plutôt moins. C'est le montant le plus faible depuis 20 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de prêts chinois, mais aussi d'une stratégie peut-être plus militaire, avec une approche peut-être plus politique aussi de la Chine en Afrique, et plus seulement économique? Absolument, absolument. Ce qui est vrai, c'est que vous avez les Chinois, ils avaient mis des montants tellement énormes, 250 milliards de dollars, ils ont endetté les pays. Et comme ils n'étaient pas dans les clubs de Paris de rééchelonnement des dettes et autres, à un moment donné, c'est eux qui portaient toute une part de cette dette-là. Et donc, ils ont passé des deals. Donnez-moi des matières premières et à ce moment-là, je vous donne de l'argent. Mais ils arrivent au bout d'un cycle. Et comme dit l'ambassadeur américain, absolument. Maintenant, ils vont affiner. Ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est les grands couloirs comme ça de sortie des matières premières. En ce moment, c'est entre la Zambie, la RDC jusqu'en Angola. Et il y a quand même des frictions souvent avec les Américains qui sont aussi sur les mêmes stratégies des matières premières. En Angola, dont on a parlé, vous n'avez pas d'ambassadeur de Chine actuellement, mais les Chinois, ils sont en train de renégocier. Ils veulent sortir toujours le pétrole. Et la force des États-Unis, les États-Unis sont autosuffisants quasiment en pétrole maintenant, mais ils veulent quand même que les autres pays, pour pouvoir maintenir quand même le pétrole et le dollar à un certain niveau, puis c'est quand même le pétrole, c'est le dollar, c'est la monnaie mondiale. Mais je pense que c'est pas un des choix stratégiques réellement de la Chine, des États-Unis, c'est l'Afrique elle-même qui se met en position de compter dans le monde. Quand vous voyez, même par rapport à ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, quand vous voyez l'Afrique du Sud, c'est elle qui est maintenant à l'offensive par rapport à ce qui se passe en Israël et à Gaza. Quand vous voyez, par exemple, là, vous vous réveillez le matin, vous entendez les Américains et les Anglais qui ont bombardé le Yémen et les Houthis. Vous voyez que c'est l'Afrique qui s'implique. Les Houthis, le Yémen, vous regardez une carte, vous voyez que c'est Djibouti. Djibouti, vous avez le monde entier, c'est l'endroit du monde. Vous avez Chinois et Américains face à face. Les Américains sont toujours en train de se plaindre que quand les avions chinois, ça les empêche de décoller. Il y a des stratégies. Quand vous regardez une carte, c'est hallucinant. Ça veut dire, c'est en dessous des radars, mais je peux vous assurer que sur le terrain, ils se fritent quand même, hein. Et justement, ce sont les Africains. Ce qui est intéressant, en Côte d'Ivoire, par exemple, quelle serait la différence entre le chef de la diplomatie chinoise, qui donc va voir Alassane Ouattara il y a une semaine, et maintenant Anthony Blinken, donc quel accueil a-t-il été réservé à l'un ou à l'autre du côté ivoirien? C'est quand même intéressant de comparer. Mais c'est ça qui est très intéressant, justement. C'est le repositionnement de la plupart des diplomaties africaines qui, désormais, cherchent ouvertement à maximiser leurs intérêts plutôt que des alliances avec des partenaires traditionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, de la part des différents gouvernements, volonté de prendre parti pour un camp, pour un autre. Je ne pense pas qu'ils considèrent la venue du ministre chinois comme antinomique avec la venue ils ont le du monde ministre entier américain. dans leur salle d'attente. Exactement. Vous attendez votre tour. Exactement. Donc on parle des trois principaux acteurs, mais des puissances du Moyen-Orient, justement, sont la Turquie, l'Iran, énormément. On parle aussi du besoin des voix de l'Afrique au Conseil de sécurité. C'est très vrai pour l'Iran, c'est très vrai pour Israël aussi. Ces enjeux-là existent. Mais juste une petite remarque par rapport à cette question du bénéfice que sont censés tirer les différents pays des puissances étrangères. Il était question de la Russie. Aujourd'hui, il est considéré, dans un pays comme
comme le Mali, que c'est grâce à l'intervention russe que la victoire stratégique recherchée par les élites politiques maliennes, non pas seulement depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, mais précisément avant, avec les autorités civiles, était la reconquête de la ville de Kidal, du nord du pays. Ils sont satisfaits de ce point de vue du partenariat avec la Russie, ce qui, à mon avis, n'exclut pas qu'ils concluent aussi des partenariats avec des puissances qui sont plus opposées à la Russie sur la scène internationale. Général Trinquant, Molifi, qui est donc la secrétaire d'État pour l'Afrique américaine, elle dit « Si le Niger choisit un partenariat avec les Russes, ça sera compliqué pour nous ». Comme au Mali ou en Centrafrique. Donc il y a tout de même, là les États-Unis, ils mettent un peu aussi ces pays africains au pied du mur. C'est un peu les Russes ou nous. C'est naturellement, dans le domaine sécuritaire, c'est le cas. Mais c'est le cas pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que la présence des Russes en Afrique n'a rien à voir avec l'intérêt pour ces pays africains. C'est de l'autofinancement par l'or ou les diamants d'un certain nombre de groupes de mercenaires qui sont là-bas, qui peuvent réussir des coups comme à Kidal, par exemple, mais qui, en revanche, reculent devant la menace djihadiste qui est bien plus importante actuellement dans ces trois pays. La zone des trois frontières est devenue quasiment... Il y a une augmentation. Il y a eu plus au Niger, plus d'attaques djihadistes en 6 mois que dans les 2 années précédentes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les États-Unis se placent dans cette configuration, essentiellement parce qu'ils savent très bien que si la Russie investit là-dedans, c'est pour profiter de la position. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les pays africains, c'est enfin la souveraineté. Après les indépendances, c'est enfin la souveraineté. Et le marché est ouvert. Donc, on profite du marché. Et dans le marché, il y a des infrastructures avec les Chinois, il y a de la sécurité avec les Russes, et puis il y a d'autres marchés à avoir avec d'autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le seul continent, je le répète, qui est le continent en croissance dans le monde. William Laurence, est-ce que Anthony Blinken n'est pas en train de chercher aussi des voies du côté de ces pays d'Afrique ? On parlait de l'Afrique du Sud, on sait justement quel a été son positionnement dans la guerre en Ukraine. En fait, est-ce que parce que justement les voies africaines n'étaient pas favorables finalement à Biden dans ses choix de politique étrangère, est-ce qu'il n'est pas en train de chercher ces voies-là aujourd'hui, Anthony Blinken ? Il faut toujours comprendre que d'un côté, les Américains ont des relations avec tous les pays africains, presque tous. Donc, parfois ils sont croissants, parfois ils sont diminuants, parfois ils sont forts. Mais les Américains, ils ont une relation forte avec l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud fait certains choix dans son intérêt. Ils font des coopérations avec les Russes, avec la Chine, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relations entre les Américains et les Sud-Africains. Mais c'était un peu un soufflet pour les États-Unis quand même. Il y a des relations à travers le continent. Comment ? C'était un peu un soufflet à l'égard des États-Unis, leur positionnement pro-russe, l'Afrique du Sud, dans la guerre en Ukraine. Oui, mais les Américains, ils répètent sans cesse quand ils concernent l'Afrique, African Solutions, African Sovereignty. Donc, c'est le choix des Africains. Et les Américains ne vont pas dire aux Africains de faire ou de ne pas faire. Il y avait trop de ça dans l'histoire. Ils veulent dire, si vous choisissez les Russes, il y aura certaines conséquences, éventuellement, ou bien tout de suite, mais vous êtes libre de choisir les Russes. On ne va pas faire un coup d'État, on ne va pas faire des pressions énormes. C'est à vous de choisir. Mais si vous choisissez un modèle de coopération, de partenariat, d'investissement privé, de formation des gens, de personnel gouvernemental, non gouvernemental, comme font les Américains énormément, si vous choisissez aide pour sécurité alimentaire, coopération pour le changement climatique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais si vous choisissez un modèle peut-être plus traditionnel, vendre vos ressources pour une certaine protection comme font les Russes, ou bien un certain investissement un peu vanitaire comme font les Chinois, vous pouvez faire ce choix. On ne veut pas vous dire non. Oui, en tout cas, c'est le discours qu'ils adoptent, Antoine Glaser. On voit bien qu'ils négocient pour essayer effectivement d'être présents. Intéressant de voir qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, le président tchadien, donc Mahamat Idriss Déby, est en Russie, puisqu'il rencontre Vladimir Poutine demain. Il y a aussi eu un sommet Russie-Afrique en 2023 à Saint-Pétersbourg, comme il y a eu un sommet Chine-Afrique. Donc finalement, le président tchadien va tout de même voir Poutine. Franchement, c'est quand même une claque à la France. Je veux dire, quand même, quand vous avez le président Macron qui était à côté de Mahamat Déby, au moment où son père, général Idriss Déby, maréchal même, était décédé, et le président Macron a été adoubé le fils, même s'il dit non, je ne sais pas adouber, je veux des élections, etc. Mais quand même, la France a été obligée de se retirer du Burkina, du Mali, du Niger. Bon, au Burkina, c'était sous des forces spéciales, mais quand même de retirer toutes les troupes. Et finalement, une partie de ces troupes se trouve au Tchad. Et qu'est-ce que va faire Mahamat Déby ? Il va en Russie. Bon, quand Biya avait fait pareil, Macron était en juillet 2022, non, mais c'est ce que vous dites, ils mettent en concurrence. Mais quand même, je veux dire... Comme tous les États du monde. C'est quand même, ça veut dire, exactement, comme le dit Niagalé, les types, ils ont maintenant le choix, quand ils pensent à leur propre sécurité, mais comme vous avez une alliance maintenant, Burkina, Mali, Niger, et si vous avez en plus le Tchad, ça veut dire que les Russes, ils sont at home, ils sont chez eux maintenant dans toute cette zone avec le Soudan. Parce que le problème du Tchad, c'est pas vraiment le Sahel, c'est la France qui avait entraîné les Tchadiens au Sahel pour combattre les djihadistes. Mais le problème du Tchad, c'est les Soudans, c'est les dizaines de milliers de réfugiés du Soudan, c'est la Libye au nord. Et les Américains, je suis d'accord avec le général, de toute façon, les Américains au Niger, ils avaient une base à Agadez, c'était plutôt pour regarder la Libye et le Soudan, c'était pas vraiment le Niger qui les intéresse. Et effectivement, s'il y a les Russes, parce qu'apparemment, il y a les Russes qui vont débarquer, à ce moment-là, ils iront en Côte d'Ivoire, ils installeront une base de drones et d'attaque en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire devient c'est le repli sur les côtes. C'est le repli sur les côtes. La Côte d'Ivoire devient les pays côtiers en général. Le Ghana, la Côte d'Ivoire revient piqué. Pardon. Oui. Non, la Côte d'Ivoire, mais tous les pays côtiers comme le Ghana, le Togo, le Bénin, on voit très bien qu'il y a une stratégie des pays occidentaux qui vise à se redéployer dans cette zone parce qu'ils sont moins bienvenus, je ne parle même pas de la France, mais en tout cas les autres pays occidentaux qui n'ont pu l'être au cours des 10 dernières années, dans le Sahel notamment. Il y a vraiment une stratégie de repositionnement vers le golfe de Guinée. Est-ce que c'est acté qu'il y a un retrait de la France, un retrait de l'influence de la France, Général Trinquant ? Alors écoutez, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Je reviens simplement sur le Sahel. Le Sahel, avant 2013, il n'y avait pas de forces françaises au Sahel. Elles sont arrivées avec l'opération Serval, puis Barkhane. Et ces pays, après l'indépendance, étaient plutôt des pays tournés vers Moscou. Donc, si vous voulez, il y a des retours de balancier qu'il faut prendre en compte. Je constate simplement que l'endroit où sont présents les Français, et je ne parle pas des forces françaises, parce qu'elles sont en train de diminuer considérablement de volume. À Dakar, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti, il n'y a pas de discussion. Elles sont toujours là. On parle du Tchad. Moi, pardonnez-moi, je ne pense pas que ce soit une claque contre la France. Le problème, c'est que le Tchad, comme vous avez raison, il s'intéresse au Soudan. Ce n'est pas la France qui va régler le problème du Soudan. C'est avec les Russes qu'il faut le traiter. Parce que il y a un mouvement au Soudan qui est très soutenu par les Russes. Donc, il faut aller discuter avec les Russes. De même que le Tchad discutait avec les Russes à propos de la Centrafrique. Parce qu'il y avait un problème de rébellion en Centrafrique. Donc, je pense que le Tchad, tout simplement, il pense à ses intérêts. Alors, la base française qui est là, elle est utile, mais ce n'est pas elle qui va régler tous les problèmes. Et donc, je discute avec les autres. Donc, vous ne dites pas c'est une claque à la France, comme vient de le dire. Non, mais on a ce côté un peu français où, vous comprenez, on ne veut pas la France-Afrique, mais quand même, quand il n'y a plus la France, ça ne va pas. Donc, il faut s'entendre, je pense, que les pays africains sont souverains. Ils font des choix, comme notre interlocuteur de Washington le disait, ils sont souverains et il faut qu'on se retire de l'esprit qu'il faut absolument que ça colle à la politique française. William Lawrence, pour justement évoquer cette relation entre les États-Unis et la France en Afrique, est-ce qu'auparavant, les États-Unis faisaient un peu plus confiance à la France, une sorte de relais on passait par Paris peut-être pour justement évoquer l'Afrique, et maintenant, ça serait terminé? C'est-à-dire qu'ils auraient une relation directe. Je crois que la chose la plus importante, c'est que, après la chute de l'Empire, après la chute de l'Empire britannique et
la décolonisation de l'Afrique, il y avait toujours des zones d'influence pendant la guerre froide, là où il y avait des Français avant, il y avait une certaine influence française contemporaine, et les Américains ont souvent remplacé les Anglais là où il y a, dans les pays anglophones, etc., etc. Mais là, depuis peut-être 20 ans, avec tous les changements sécuritaires, et la désinformation financée par les Russes à travers l'Afrique et d'autres changements après la guerre de Mali, la guerre de Libye, il y a un certain realignment, un certain changement, et les Américains ont compris qu'ils doivent faire plus dans certains endroits où les Français se retirent un petit peu. Par exemple, au Sénégal, il y avait une demande des Sénégalais aux Américains de faire beaucoup plus au niveau de sécurité dans la région, et il y a des pays où il y a des endroits où les Français peuvent faire plus. Mais je crois que c'est l'héritage colonial qui bloque les Français le plus en Afrique et une certaine désinformation des Russes qui profitent de ça. Et il faut voir la quantité de désinformation produite par cette alliance entre ça vient de Jordanie, ça vient de Bulgarie, mais c'est tous financé par les oligarques russes liés à Poutine, qui poussent les Africains à haïr la France plus et haïr les Américains. Et là, ça pousse un petit peu le soutien populaire à ces coups d'État. Et donc, il y a beaucoup à faire là, à montrer aux Africains qu'on a menti à eux. Ah. Antoine Glaser, il parle de guerre informationnelle, là. Bien sûr, mais je veux dire, là, ce qui est une réalité, c'est qu'effectivement, les Russes, ils ont surfé sur une situation. Ça veut dire cette espèce d'anachronisme historique qui fait que c'est au moment où la France est la plus faible sur le plan économique en Afrique, c'est là où elle est la plus critiquée. Ça veut dire, finalement, au lieu d'être critiquée dans la période vraiment post-coloniale, où elle a cru longtemps qu'elle était encore chez elle en Afrique, de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, finalement en 89-90, elle a continué un peu à se croire chez elle dans cette région. Et là, le général, si on a ce genre de réaction, même par rapport au Tchad, c'est parce que quand vous avez des militaires français, eh ben, c'est bien évident qu'il n'y a pas... La France est quand même la seule puissance extérieure au continent, je ne parle pas de Djibouti, à avoir maintenu des bases militaires. Quand ce n'est pas des bases, on dit au Tchad, c'est une opération. Mais c'est ça qui donnait que finalement... la présence de l'armée française a quand même servi de cache-misère à une présence française globalement déshérence. Mais le fait qu'on voit des chars avec des petits drapeaux dans le Sahel, les Africains ont l'impression que la France est encore toute puissante, alors que les chefs d'État, ils disent rien, ça les arrange. Eux aussi, ils jouent de cette influence contre la France parce qu'ils n'ont pas leur propre responsabilité. Tout le problème dans le Sahel, c'est parce que les chefs d'État de la région n'ont pas exercé leur pouvoir régalien dans toute cette région. C'est ça la réalité. Et donc, je veux dire, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle le ressenti, comme quand il fait froid ici, sauf qu'il y avait un ressenti anti-français qui est anachronique par rapport à une France qui est complètement maintenant out du jeu, out of the world. Carrément out, ce que vous dites, Niagalé Bakayoko. Un ressenti qui est devenu un ressentiment. Et je pense qu'il faut se méfier de l'idée selon laquelle les Africains sont instrumentalisés, sont seulement le jouet de la désinformation insufflée par des puissances extérieures. Il y a des vraies bien entendu opérations de désinformation. Des opérations extrêmement efficaces de désinformation, mais qui exploitent un terreau qui a commencé à émerger tout au long de la décennie 2010. Et il faut être très attentif à la façon dont les Africains eux-mêmes revendiquent leur choix et refusent en réalité d'apparaître comme les jouets des puissances extérieures au continent. Ils refusent l'idée selon laquelle on est dans un nouveau scramble of Africa aujourd'hui. Général Trinquant, sur cette guerre informationnelle, comment font les Américains justement pour contrer cette influence des Russes? Par exemple, la France, elle a du mal. Non, alors le premier point, c'est qu'effectivement, en particulier au Sahel, ce sont les États qui n'ont pas rempli leur rôle dans ces États du Sahel. Le deuxième point, c'est qu'en Afrique, vous avez quand même 60% de la population qui a moins de 20 ans. Donc, si vous voulez, la colonisation, pour eux, c'est une vieille affaire. Mais c'est un prétexte extraordinaire.
Donc on va revenir, et ça les Russes et la désinformation le font beaucoup, sur la colonisation. Et j'entends très bien, prix de Washington, où à juste titre on dit « mais c'est le problème de ce ressentiment post-colonial, alors que c'est une population qui n'a jamais connu la colonisation. » Donc il y a vraiment une instrumentalisation de tout cela, avec le problème, je pense, le vrai ressenti de beaucoup de jeunes Africains qui sont en fait contre leur gouvernement, contre la façon dont leur gouvernement mène la politique. On parlait tout à l'heure du Cameroun, avec un président qui a 87 ans, en Côte d'Ivoire, dont on sait que le président avait dit qu'il ne se présentait pas, puis qu'il a fini par se présenter. Donc les populations... Donc ça veut dire quoi? Ils utilisent un bouc émissaire? Mais bien sûr, le bouc émissaire français, c'est tellement facile. Et parce que le bouc émissaire français, en plus, eh ben, lui, il parle avec ces gouvernements-là. Donc on les critique à chaque fois. Mais il y a beaucoup un problème de jeunes populations qui ont un désir de changement. Et dans ce désir de changement, ils mélangent un peu tout, dont la France, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que les Africains ne sont pas des marionnettes, qu'il faut le dire et le répéter, qu'il n'y a pas que la jeunesse. Surtout, on a tendance à penser que la contestation ne provient que des jeunes générations. Non, elle est beaucoup plus large. Et ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les intérêts, les influences, ce sont aussi les valeurs qui sont diffusées plus largement par les pays occidentaux en général. On ne regarde pas suffisamment l'attractivité des pays autoritaires à travers le modèle moral dont ils font la promotion. Moral, c'est-à-dire quoi? Conservateur, vous voulez dire d'une morale conservatrice qui rejette notamment les normes en matière de promotion du genre, en matière de défense des droits des minorités sexuelles. Je pense qu'il y a une sorte de soft power qui vient de ces pays où un certain ordre moral conservateur, pas seulement en Russie, on peut voir ça aussi du côté des pays du Proche-Orient, par exemple. Ça ferait mouche auprès et qui font aussi écho dans la façon dont les populations africaines, pas seulement jeunes, se positionnent majoritairement aujourd'hui. William Lawrence, pour terminer, si Donald Trump remportait la présidentielle cette année, est-ce que ça serait très différent, la politique africaine des États-Unis ? Il ne va pas le faire parce que les voteurs indépendants ne vont pas voter Trump. Non, mais s'il remportait... C'est pas assez, c'est 30% de la population. Mais s'il revient au pouvoir, c'est possible. On a dit la même chose en 2016, mais c'était différent. Mais si il revient au pouvoir, je crois qu'il va ignorer, il va négliger l'Afrique comme il a fait pendant ces 4 ans. Et l'Afrique sera laissée à sa propre voie, sa propre négociation. Il y aura encore d'investissements privés américains, mais beaucoup moins d'engagement. Ça ne va pas changer grand-chose, à moins que les forces de désordre peuvent accroître si les Américains ne s'engagent pas à aider les forces de l'ordre à travers le continent. En tout cas, ils seraient moins interventionnistes. Je crois que... Oui. C'est ce que vous dites. Oui. Merci beaucoup, William Lawrence. Moins interventionniste, mais moins de partenariat aussi, les deux. Merci d'avoir été avec nous, en direct, en duplex même de Washington. Merci Niagale Bagayoko, Général Trinquant, Antoine Glaser. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast, et je vous dis à demain.